crypto. Toute l'actu crypto au même endroit. Multiples bases de données comme celle de GlobalE qui a fuité récemment et qui contient les adresses mail et les adresses postales de ses utilisateurs, lesquels ont peut-être également eu recours au service de Waltio. Les kidnappeurs en série qui sévissent en France auront donc des données encore plus fines permettant de cibler tous les Français ayant fait le plus de bénéfices en 2024 et pas seulement les influenceurs ou les chefs d'entreprise. Et en ce qui concerne les kidnappings, cette semaine, plusieurs affaires ont été révélées, certaines récentes, d'autres un peu moins. Ce lundi, dans le 15e arrondissement de Paris, 3 hommes multirécidivistes avec plus d'une dizaine de condamnations pour vol et violence en liberté grâce à la magie du droit pénal français ont été arrêtés dans une voiture volée avec des couteaux, du ruban adhésif, des gants et des cagoules. Des circonstances qui auraient pu être expliquées par un projet d'attacher des skis à leurs chaussures avec du ruban adhésif pour glisser dans les rues de Paris en mangeant du saucisson, mais croyez-le ou non, c'était encore une tentative de kidnapping pour voler de la crypto. Et donc ce n'était pas la seule ce mois-ci, puisqu'il y en a aussi eu une dans la nuit du 14 au 15 janvier à Salanches en Haute-Savoie avec un couple de retraités qui a été agressé parce que leur fils travaille dans la crypto. Et un peu plus au sud, à Toulon, cette semaine, il a été révélé qu'à la mi-décembre, c'était un lycéen de 17 ans qui a été séquestré par 2 hommes cagoulés et armés parce que son frère avait fait fortune dans la crypto. Et toute la famille a dû se reloger en urgence parce que les malfaiteurs sont revenus ensuite asperger d'essence leur porte d'entrée. J'ai une tradition dans l'émission, c'est de donner la parole à l'invité pour qu'il ou elle nous raconte sa rencontre avec cet objet curieux qu'est Bitcoin. Donc, explique-nous comment une avocate rentre en contact de Bitcoin. C'est pas par le droit que je suis entrée en contact avec Bitcoin, c'est plus par la politique, puisque je suis au Parti Pirate. Et il y a quelques années, c'est pas si vieux, hein, je discutais avec un ancien président du Parti Pirate suisse, Alexis Roussel, que je salue. Et c'est lui en fait qui commençait à me parler de cette monnaie incensurable qui permettait à des lanceurs d'alerte de pouvoir continuer leur combat. Et c'est par cette histoire de WikiLeaks et de Julian Assange en fait que j'ai pris conscience de l'importance de Bitcoin et du fait que c'était salutaire et que vraiment c'était pas possible d'ignorer ce phénomène. Donc c'est pas du côté trading, c'est pas du côté économique, c'est vraiment par la voie politique que je me suis intéressée à Bitcoin, ouais. Ok, du coup, ça m'amène une question parce que souvent la nature de Bitcoin est très débattue. Autant vous dire que Bitcoin n'est plus à la ligne du jour, c'est la première ligne qu'on liquide et ceux qui ont hésité ont rapidement changé d'avis quand ils ont vu le prix baisser à une allure complètement dingue. Et comme en plus de ça, on est dans une période où Bitcoin est plutôt corrélé à la tech américaine, on savait qu'au bas mot, ça reflèterait la même baisse que le Nasdaq et le S&P 500, mais avec cette petite certitude supplémentaire, beaucoup de gens l'avaient mis dans leur portefeuille en se disant que c'était un risque qu'il faudrait être capable de reconsidérer rapidement si les choses se gâtaient. Pourtant, Bitcoin n'a rien à voir avec une valeur technologique. C'est pas une entreprise. Elle n'a pas de résultats, elle n'a pas à communiquer de chiffres officiels et d'attentes trimestrielles. Elle ne peut pas avoir une marge qui augmente ou qui baisse sur le service rendu. Ce n'est pas dirigé par une entité centralisée. Bitcoin est une alternative monétaire. Certes, cette alternative monétaire repose sur une technologie, un algorithme pour simplifier, qui est indépendant et qui fonctionne, mais pendant le crash de Covid, la blockchain Bitcoin fonctionnait toujours de la même façon. Il y avait toujours 21 millions d'unités et jamais une de plus. Il n'y a pas eu de bug, le réseau ne s'est pas arrêté. Il y avait bel et bien des transactions qui fonctionnaient, avec un nouveau bloc toutes les 10 minutes, comme toujours, et le service, la valeur rendue par le réseau Bitcoin, la valeur apportée à ses utilisateurs, était toujours la même. On dit qu'un actif est réflexif lorsque son prix ne reflète pas sa valeur fondamentale, mais lorsqu'il crée la valeur de l'actif en spéculant sur le futur. Par exemple, pour faire simple, le prix d'une machine-outil n'est pas réflexif, car son prix reflète la valeur actualisée de ce que l'on va pouvoir produire avec durant sa durée de vie. Dit autrement, si le prix de notre machine-outil monte, ça la rendra pas plus désirable, bien au contraire. Par contre, concernant Bitcoin, par essence, il est l'actif le plus réflexif au monde, car il s'agit de l'actif qui incarne le plus une monnaie libre. Par définition, la valeur de Bitcoin représente la force de son réseau. De plus, plus le prix de Bitcoin monte, plus il devient désirable, car le marché projette sur lui la réussite de son projet lorsque son prix s'apprécie. Il y a donc une boucle de rétroaction qui valorise davantage Bitcoin quand son prix monte.
Et surtout, contrairement à une entreprise qui peut émettre de nouvelles actions ou à une monnaie fiat dont la masse monétaire peut être diluée et augmentée, Bitcoin possède une offre parfaitement inélastique par conception. C'est-à-dire que son prix réagit très fortement à une chute de son offre sur le marché. Mais l'inélasticité ne s'arrête pas au code source de Bitcoin. Elle est exacerbée par le comportement des détenteurs. Mais effectivement, le prix moyen d'extraction d'un Bitcoin à l'heure actuelle est plutôt aux alentours des 70 000, 75 000 $, donc il y a encore un peu de marge, hein. Mais il faut savoir que ce prix n'est qu'une estimation sur base d'un petit peu tout ce qui se fait à l'échelle de la planète. À l'heure actuelle, pour en avoir parlé, comme je vous disais, avec les gars de chez Blob, ils sont actuellement, eux, avec des fermes installées au Kazakhstan et au Texas, et à l'heure actuelle, avec le prix qu'ils ont au Kazakhstan et au Texas, leur prix moyen d'extraction, il est beaucoup plus bas. Donc effectivement, on a un prix moyen global qui est aux alentours de ces valeurs-là, mais il faut savoir qu'il y a énormément d'installations de minage qui profitent d'une électricité extrêmement peu chère et qui donc n'ont absolument aucun stress. Rien de bien méchant. Allez, sans plus attendre, donc, on va regarder ce qui se passe du côté des news. Alors pour ça, on va sur le profil Twitter de Crypto Détente et qu'est-ce qu'on a? Les ETF Bitcoin ont enregistré plus de 1,3 milliard de dollars de sorties nettes sur la semaine, donc cette semaine-là, effaçant presque totalement les importantes entrées observées la semaine passée. Un rappel que les ETF peuvent être très volatiles à court terme. Oui, on l'a vu, hein, cette semaine, c'est vrai que ça a été une semaine plutôt négative. Bah aussi, on le savait, hein, c'est une semaine de pullback, donc techniquement parlant, on se doutait bien qu'on avait quand même... Cependant, il y a un point très important à souligner qui ne va pas changer, c'est que certains signes laissent penser qu'une attaque américaine contre l'Iran est imminente. En effet, certaines compagnies aériennes telles que Air France ainsi que Lufthansa sont en train d'annuler leurs vols et ce seront potentiellement des lignes qui passent au-dessus du Moyen-Orient, donc ils ne se rendent pas dans cette région pour le moment en raison de ce genre de préoccupation. Donc voilà, encore une fois, c'est un petit peu de la spéculation pour le moment, rien n'a été annoncé, mais il est possible qu'une attaque se produise. Cela peut être interprété comme un signal bullish sur le long terme, car les acteurs traditionnels ne peuvent ignorer l'innovation crypto et sont forcés de repositionner leur stratégie. Le détaillant GameStop a transféré l'intégralité de sa trésorerie Bitcoin, ce qui représente environ 4710 BTC d'une valeur d'environ 420 millions de dollars, vers la plateforme institutionnelle Coinbase Prime. Donc des firmes d'analyse on-chain, notamment CryptoQuant, estiment que ce type de mouvement est typiquement associé à une préparation à la vente des actifs, ce qui a alimenté les spéculations dans la communauté. Si GameStop venait à vendre ses BTC au niveau actuel, donc on est aux environs de 90 000 $, et la société réaliserait une perte potentielle significative par rapport à son prix d'achat. Puisqu'il est question des États-Unis, il faut tout naturellement que je parle de la dernière frasque de son président en matière de crypto. Ce lundi, Donald Trump a déposé plainte contre JP Morgan parce qu'ils avaient fermé ses comptes bancaires il y a quelque temps, ce qui l'avait fortement motivé à se tourner vers la crypto. En toute logique, il réclame donc au tribunal d'obliger JP Morgan à lui verser la somme pas du tout exagérée de 5 milliards de dollars, plus tous les frais d'avocat et autres coûts accessoires, parce que de toute évidence, avec seulement 5 milliards, Trump n'aurait pas de quoi payer ses avocats. Cela suggère de surveiller de près où les capitaux migrent, en particulier vers des stablecoins non américains ou des mécanismes de rendement alternatifs. Brian Armstrong, le PDG de Coinbase, a déclaré à Davos que certains dirigeants des plus grandes banques mondiales considèrent désormais la crypto non plus comme un secteur alternatif, mais comme une menace existentielle à leur modèle d'affaires traditionnel. Cette perception viendrait notamment du rôle grandissant des stablecoins, de la tokenisation d'actifs et de rails de paiement alternatifs qui concurrencent directement les services bancaires classiques. Armstrong a souligné que plusieurs banques ne voient pas seulement la crypto comme un risque, mais adoptent aussi des stratégies pour intégrer ou s'adapter à ces évolutions financières. Wells Fargo, Bank of America, Vanguard, toutes sont passées d'une vision hostile, négative ou sceptique à une vision positive ces 12 derniers mois. Nous avons des annonces. Schwab va garder des bitcoins et accorder du crédit sur les actifs crypto au début de l'année prochaine. Citi fait la même chose. Avant, je ne pouvais obtenir de prêt contre un bitcoin auprès d'aucune grande banque. Maintenant, si je compte les 10 plus grandes banques aux États-Unis, 8 d'entre elles sont engagées dans le prêt de crypto-monnaies et elles ont toutes changé de position ces 6 derniers mois. Alors creusons. Quelle est l'idée pour les banques ? Comprenez que le crédit fonctionne comme une pyramide inversée. C'est un économiste du nom de John Exeter qui l'a formalisé. Le 23 janvier 2026,
Nous avons Vitalik Buterin qui a annoncé consacrer beaucoup plus de temps aux réseaux sociaux décentralisés en 2026. Il argue plutôt que le meilleur outil de communication de masse sont nécessaires pour valoriser les contenus qualitatifs et soutenir le débat public, critiquant donc les plateformes actuelles qui maximisent l'engagement au détriment de la qualité via la concurrence. Ça, c'est sûr. Tu sais qu'au final, maintenant, on peut voir certains posts poubelles sur X, c'est assez un petit peu désolant, c'est chiant, c'est sûr. Et c'est surtout des posts vus, revus, en même temps, la monétisation est tellement incroyable. Je vous dis ça, je ne l'ai pas, j'ai jamais eu la monétisation. Je sais de sources sûres que si vous arrivez à avoir un compte monétisé sur X, les gars, j'ai envie de vous dire, c'est GG Wellplay. Tous les 15 jours, c'est un joli petit salaire qui va tomber. Bref. Donc du coup, Vitalik promue la décentralisation, il y a des protocoles ouverts. En fait, il y a un petit moment, hein. Franchement, ça fait au moins 2 ans, je pense. Donc j'avais déjà évoqué ça avec vous. C'est pas quelque chose de nouveau, mais donc répétons-le, ça peut être intéressant. Elon Musk estime que X pourrait devenir l'équivalent de la moitié du système financier mondial. C'est une sorte d'ordre d'idée, à condition que le projet soit bien exécuté. Alors pour l'instant, c'est long à exécuter, mais c'est peut-être parce que ça doit être bien exécuté. Il souhaite faire de X une plateforme tout en un combinant les paiements. Vous voyez pourquoi ça fait sens, ce positionnement aussi sur les paiements, ce positionnement de X-Money, même j'ai envie de dire, pour aller encore plus loin. Également, une plateforme avec l'identité. Des propositions telles que celles dans le Clarity et Genius Act aux États-Unis de limiter le rendement des stablecoins pourraient conduire les investisseurs à chercher des rendements offshore ou dans des instruments synthétiques peu régulés. Donc les stablecoins conformes seraient traités davantage comme de la cash numérique sans rendement, créant un désavantage compétitif par rapport à d'autres instruments. Et les experts soulignent un risque de fuite des capitaux vers des structures opaques, possiblement augmentant les risques de marché et diminuant la supervision. Donc cette actualité reflète la tension entre régulation prudente et innovation financière. La restriction des rendements peut être vue comme un moyen de protéger le système financier traditionnel, mais pourrait paradoxalement accélérer l'adoption de produits de marché gris, ce qui augmente les risques systémiques. Ce monde de l'investissement, je te souhaite la bienvenue. Si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à t'abonner en cliquant par ici. N'oublie pas de liker la vidéo, ça lui donne beaucoup de force et je t'en remercie. Je reprends. Donc à partir du 31 janvier 2026, on a un retour possible du shutdown. Alors ça concerne bien entendu toujours le vote du budget aux États-Unis et notamment un problème de sécurité intérieure. Alors suite à des altérations, suite à un décès sur la ville de Minneapolis, donc on a derrière des jeux politiques qui se mettent en place et donc la possibilité. Rappelle-toi, malheureusement, on a eu le shutdown du gouvernement américain fin d'année 2025. Ça a été un record, ça a duré 43 jours. Ils ont voté le budget seulement jusque janvier, fin du mois de janvier. Et donc, qu'est-ce qui revient sur la table? Un nouveau shutdown avec ici les probabilités d'un shutdown sur la plateforme blockchain de Paris, ici qui s'appelle Polymarket. On a plein avec les probabilités qui ont poussé à 77% avec ce qui s'est passé. Je vais t'en parler de suite. Donc, les parieurs sur Polymarket maintenant estiment à 77% les probabilités d'un shutdown pour le gouvernement américain pour le mois de janvier, enfin pour fin janvier. Bon, ça c'est un peu embêtant parce qu'on a pas mal de projets de loi qui attendent. Au niveau des cryptos, on a le Clarity Act qui est très important. S'ils arrivent enfin à donner des rendements sur les stablecoins, ça peut être un petit raz-de-marée qui arrive sur le marché crypto via les stablecoins. Donc ça peut être bien pour Bitcoin et les altcoins, c'est clair. Il y a aussi plein d'ETF altcoins qui attendent d'être validés par la SEC, les gendarmes financiers américains. Ça aussi, il y a le shutdown, ça repousse encore, donc c'est un petit peu chiant. Donc il y a eu, pourquoi cette forte hausse là? Pourquoi j'en parle maintenant? Parce qu'il y a le sénateur américain qui s'appelle Chuck Schumer qui a annoncé que les démocrates du Sénat, les démocrates ne fourniraient pas les votes nécessaires pour le projet de loi pour le gouvernement, tout simplement. Et surtout, il a reculé, il a fait du rétro-pédalage. Et là, les marchés, ils ont dit « Oh, buy the dip !» C'est devenu clairement un réflexe pavlovien. Trump menace, on vend, Trump rétro-pédale et tourne la veste, on achète. Ça a même un nom à Wall Street, vous le savez maintenant, c'est le taco trade. Trump always chicken out. C'est donc officiel, la lâcheté est devenue un signal d'achat. On vit dans un monde où un tweet peut faire moins 2%, un silence peut faire plus 1%, un accord... On regarde ce qui se passe la semaine prochaine, donc ça va être une toute petite semaine, vraiment toute petite semaine, mais une semaine riche en informations. Pourquoi? Bon, lundi, il n'y aura rien. Mardi, ok, à 16h, confiance des consommateurs, la fameuse conférence board. Mais surtout, alors autant jeudi et vendredi, c'est pareil, regardez, il n'y a pas grand-chose, mais
mercredi 28 janvier 2026, journée très importante du côté du secteur macroéconomie, parce que, bon, déjà et d'une, on a un discours du président Trump, donc on ne sait pas ce qu'il va dire, mais effectivement, ça peut être intéressant. Puis derrière, on aura le stock de pétrole brut, mais surtout, on va avoir enfin le communiqué du FOMC, la décision de la Fed sur les taux d'intérêt et la conférence de presse du FOMC. Alors, souvenez-vous, la dernière fois qu'il y a eu la décision de la Fed sur les taux d'intérêt, il y a eu une baisse, c'est-à-dire qu'on était à 4, et il y a eu une baisse de 25 points qui nous a emmené à 3,75. Eh bien, là, cette fois-ci, il n'est pas a priori prévu de baisse, c'est-à-dire que le consensus aurait tablé sur un maintien des taux actuels. D'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, bien évidemment, le marché a déjà pricé cette information. Donc tout d'abord, le S&P 500 est proche de son sommet historique. On est à environ 1,4% d'un all-time high, donc on va considérer qu'on est au sommet historique. L'or, lui aussi, a atteint un sommet historique et continue de grimper chaque jour qui passe. Idem du côté de l'argent. Alors on va un petit peu regarder d'autres graphiques, on va s'intéresser cette fois à la masse monétaire M2 parce que la liquidité mondiale est en train d'augmenter, vous le savez, on a la dette américaine ainsi que tout ce qui se passe actuellement dans le monde et la seule solution pour tout ceci, la seule façon d'y remédier au moins temporairement, c'est d'imprimer de l'argent. On en discutait souvent, c'est des choses qui sont mauvaises peut-être au long terme pour les économies mais bonnes pour nos actifs ou au moins une réinitialisation financière qui est nécessaire. Et je vous en ai parlé, c'est une réinitialisation a tendance à arriver tous les 250 ans liée à l'effondrement d'un empire, potentiellement les États-Unis et la chute du dollar, et ceci coïncide généralement avec donc une réinitialisation également des marchés. Et ça signifie que les actifs tangibles seulement vont conserver leur valeur, tandis que la monnaie fiduciaire de cet empire, donc le dollar américain pour le coup, va perdre son pouvoir d'achat, et c'est déjà le cas pour le coup. Signe de réaction, donc il est fort probable, tant que la dynamique ne s'inverse pas, de venir récupérer la prochaine zone de liquidité à 86 355 $. De mon point de vue, la zone la plus probable à aller chercher, vu que c'était un range et qu'on a eu une consolidation avec une prise de liquidité et une réintégration, c'est de venir purger dans l'autre sens du range. Donc c'est de venir récupérer le plus bas trimestriel à 80 600 $. Pour moi, c'est littéralement la chose la plus probable depuis cette réaction, cette réintégration, parce que je ne vois rien à gauche ici qui peut permettre de marquer un lot. Prochaine étape importante pour le prix de mon point de vue, si on regarde le marché en mensuel, on peut voir, alors la bougie de janvier n'est pas encore clôturée, elle va clôturer justement vendredi si je dis pas de bêtises. Alors, ce zap t'a plu ? Fais-le moi savoir en commentaire.